Longtemps, les historiens des Gaulois et encore plus les archéologues ont ignoré le rôle crucial des savants grecs dans la connaissance des Celtes. Aujourd'hui, Jean-Louis Bruneau, dans un ouvrage passionnant, croise les sources antiques et les dernières découvertes de l'archéologie gauloise. Jean-Louis Bruneau, bonjour. Bonjour. Chercheur au CNRS, l'archéologie vous doit déjà beaucoup puisque c'est vous qui, pour la première fois, avez mis en évidence les sanctuaires de la Gaule celtique, ces vastes enceintes sacrées regorgeant d'offrandes et peut-être de sacrifices humains. Publié au Seuil, votre livre se consacre aux druides. Ceux-ci seront donc aujourd'hui notre fil conducteur. Disons-le tout de suite, le druide n'est ni un mage, ni un sorcier, encore moins un chaman. Rien à voir non plus avec cette vision du druide New Age. Le druide ne revendique qu'une chose. Oui, il revendique le savoir dans sa totalité, dans toutes ses formes. Et effectivement, il se distingue considérablement des images qu'on a de lui, le mage, comme vous avez dit, ou le chaman. Alors, dès l'Antiquité, les druides ont intrigué, et ça c'est déjà une grande curiosité, au point que les philosophes se sont penchés sur l'étymologie même du mot druide. Voilà, donc dès la rencontre des Grecs avec les druides, donc, tout au moins par l'oral, si elle n'a été physique, dès le 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs se sont demandé quelle était l'origine de ce mot druide, qui d'ailleurs il faudrait prononcer druid. Donc il y a deux racines, druid, et dans drou, ils ont reconnu un mot auquel ils sont habitués, puisqu'il existe dans leur langue, c'est le mot drus, qui est le nom du chêne. D'où très vite ils ont conclu, parce qu'ils avaient remarqué que les Celtes étaient assez philhellènes, ils en ont conclu qu'ils avaient le même mot qu'eux pour désigner le chêne. Et une étymologie un petit peu farfelue, un petit peu savante, s'est construite, dont Pline l'Ancien nous garde un petit peu la mémoire, qui serait que le mot veut dire les savants par le chêne, ce qui est un petit peu curieux. J'ai lu le connaisseur de l'arbre du monde. Voilà, donc ça c'est une autre, c'est une autre construction scientifique savante plus récente. Je crois que c'est allé un petit peu loin parce qu'il y a effectivement une autre étymologie possible qui est proposée depuis le 19e siècle, depuis la naissance de la linguistique en quelque sorte, qui voudrait que ce premier mot dru, cette première racine, ne veuille pas forcément dire le chêne, mais plutôt soit une sorte de préfixe intensif, un adverbe qui voudrait dire intense, en sachant que la deuxième racine, weed, qui est bien connue puisqu'elle a donné videre en latin ou oida en grec, c'est ce qui veut dire savoir, voir de très loin. Cette racine donc est bien connue, elle ne pose pas de problème, donc c'est le savant et dru qui serait en quelque sorte le très savant, alors peut-être avec une arrière-pensée pour indiquer que cette force viendrait des arbres. Donc là c'est une autre théorie qui a été développée par Émile Benveniste, un grand linguiste du siècle dernier, du XXe siècle. Il écrivait d'ailleurs, c'est celui qui possède la connaissance dans ce qu'elle a de plus puissant et de plus vivant, c'est ça ? Voilà, très exactement. C'est une très belle formule qui effectivement est à même de contenter tout le monde, l'étonnant de ces deux étymologies. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que le mot a tout de suite été reconnu comme celui qui désigne des savants. Alors les plus anciens témoignages sur les druides sont du IIIe siècle, bien sûr avant notre ère, mais pourraient puiser dans des sources qui sont encore plus anciennes. Voilà, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça nous mènerait certainement trop loin, mais disons que dès le traité qui s'appelle le Magikos, qui était un traité qui traitait de la magie, dont l'auteur, on a longtemps cru que c'était Aristote lui-même, maintenant on pense que c'est quelqu'un d'autre, a traité de cette magie, de la philosophie, et il a tout de suite indiqué cette existence des druides. Et en fait, en allant piocher un petit peu dans toutes ces histoires de la philosophie grecque qui sont apparues au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais dont la forme la plus connue est celle de Diogène Laërce, qui est du début de notre ère, mais que l'on connaît bien, on s'aperçoit que l'une des sources principales est Alexandre Polyhistor, qui avait acheté en quelque sorte, c'était une sorte d'antiquaire de son époque, ce qu'on appelle un mémoire pythagoricien, qui est une sorte d'ensemble de notes
prise par un pythagoricien de la première ou de la deuxième génération sur l'enseignement de Pythagore. Et dans cet aide-mémoire pythagoricien, très précisément, il était déjà question des druides. Les textes grecs nous montrent aussi que les premiers étrangers cultivés qui rencontrent des druides les dénomment par le mot philosophe. Oui, ça c'est une évidence. Tout de suite, ils reconnaissent en eux des philosophes. Bon, les Grecs à ce moment-là n'avaient pas encore la même pratique que nous du mot philosophe, mais disons qu'ils reconnaissaient ces savants et ils le reconnaissaient comme leurs semblables. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les Grecs les reconnaissent donc comme des philosophes, mais non pas comme des prêtres. Ah, tout à fait. Donc ça, c'est une distinction fondamentale entre les sources grecques et les sources latines, et surtout César. Si on lit César, on voit tout à fait autre chose, on en reparlera. Mais lorsque l'on lit l'ensemble des auteurs grecs, ils nous parlent tous des druides comme des philosophes, comme des savants. Alors, où doit-on rechercher l'émergence des druides au plus profond de la protohistoire européenne? Alors, donc, il faut faire un petit exercice de chronologie récessive, hein, si on veut essayer de trouver cette origine. Donc, on a vu que dès le 5e siècle, donc la fin du 5e siècle, époque où a été rédigé cet aide-mémoire pythagoricien, en Grèce, les druides étaient déjà connus. Ce qui veut dire que, forcément en Gaule, ils existaient déjà depuis un certain temps, et qu'ils avaient eux-mêmes eu le temps de se désigner comme des druides, donc de se faire reconnaître par l'ensemble de la population comme des savants, des très savants. Donc tout ça ne s'est pas fait en un jour, et surtout on a affaire à une communauté qui est assez importante, ça aussi on aura l'occasion d'en reparler, qui a dû se constituer, s'élargir sur le territoire. Il a fallu plusieurs siècles pour ça, et on pense que c'est plutôt autour de ce qu'on appelle la culture de Hallstatt, la fin du premier âge du fer, que les choses se sont un peu fixées, mais en pensant bien que tout ça est l'héritage d'une tradition plus haute qui remonte certainement au début du premier millénaire, voire un petit peu avant. On n'en a pas les traces matérielles. Alors on n'a pas les traces matérielles, on a des traces qui sont linguistiques. Tout à l'heure on a parlé d'Émile Benveniste, et puis on a des comparaisons avec d'autres civilisations anciennes qui elles étaient mieux, enfin qui ont laissé plus de documents, par exemple les Perses et ces historiens de la philosophie grecque dont on a parlé tout à l'heure faisaient justement une comparaison très étroite entre les druides et les mages. Donc on est amené à penser que les druides au départ ont fonctionné un petit peu comme les mages en Perse, c'est-à-dire comme des personnages qui ont eu le pouvoir de divination, mais à partir de pratiques que l'on appellerait aujourd'hui scientifiques, et notamment l'astronomie. Donc c'est certainement ces premières pratiques pré-scientifiques en quelque sorte qui assoient le statut très particulier des druides comme des mages, et en linguistique, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, ça a laissé des traces, notamment dans tous les mots sur la racine reg. Les rois sont des gens qui donnent la ligne droite, et les druides étaient de ces gens-là. Alors au 5e siècle, les druides sont déjà constitués, mais où naissent-ils dans cette Europe celtique, et aussi par quel processus arrivent-ils à devenir ce qu'ils sont? Alors probablement ils naissent plutôt dans le cœur du monde celtique, ce qu'on appelle la Celtique, c'est-à-dire la Gaule et puis ces marges un petit peu larges. Et par quel processus? Justement parce qu'à cette époque-là, la fin de l'âge du fer, on a des aristocrates qui délaissent un petit peu une partie de leur pouvoir, et notamment en se consacrant au luxe méditerranéen. C'est l'époque des princes, des princesses de la Celtique, voilà, c'est ça? Tout à fait. La tombe de Vix, par exemple, et autres. Exactement. Et donc les druides viennent les assister en quelque sorte. Et c'est ainsi qu'ils assiedent leur pouvoir. Les druides ont, semble-t-il, donc rapidement conquis leur autonomie, se séparant de la stricte religion et du pouvoir politique pour acquérir une sorte de position exceptionnelle au sein de la société barbare, un peu entre les deux. Oui, enfin ils ont essayé effectivement de séparer les différentes instances du pouvoir. Donc ça, c'était une de leurs actions. Donc de façon à ce que les aristocrates n'aient plus tous les pouvoirs en main, de façon à ce que la justice, par exemple, soit séparée de la religion et de la politique. Donc ça a été parmi leurs plus grandes actions. Les druides sont aussi des sages et tentent de traduire cette sagesse en termes de politique, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est une philosophie qui est très particulière, qui n'existe dans l'Antiquité que chez les pythagoriciens. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une philosophie de l'action.
contrairement à des philosophes très célèbres comme Platon, Aristote, ces philosophes veulent que leur savoir est une action, notamment moralisatrice, sur la société et notamment dans le domaine politique. C'est-à-dire que le contenu de leur sagesse est basé sur une sorte d'éthique. Ah oui, il y a une éthique très très forte. Ces druides, de façon très curieuse, puisque dans l'Antiquité ça n'est quand même pas très courant, prônaient la recherche du bien. Alors, chose aussi étonnante, et c'est visiblement capital pour eux, l'art de prédire l'avenir et d'interpréter la volonté des dieux. En un mot, la divination est la principale fonction des druides. Alors ça l'a été à date très ancienne, donc quand on parlait tout à l'heure du premier millénaire, et ensuite ça a été un petit peu délaissé, et ça a été repris notamment par les Vatès. Ça reste quelque chose de très important pour eux, peut-être pour prendre ce pouvoir. Ah oui, c'est ce qui affirme leur savoir vraiment d'ordre divin. Ils ont un savoir d'ordre divin. Entre le 7e et le 5e siècle, l'apparition de nouveaux champs de pensée comme les mathématiques, l'astronomie ou la réflexion métaphysique puissent-elles dans la tradition autochtone donc de cet univers gaulois ou celtique? En partie seulement. Il y a effectivement toute cette recherche sur l'astronomie en quelque sorte, qui elle est effectivement autochtone. Mais les Celtes s'abreuvent beaucoup des connaissances de leurs voisins, on a vu avec les Grecs, probablement aussi chez des voisins beaucoup plus lointains comme les Orientaux, les Perses notamment. Donc il y a un véritable creuset. Il ne faut surtout pas s'imaginer que les Celtes ont tout imaginé seuls de leur côté. Ça serait certainement très faux. On avait Marseille à peu près à cette époque-là, le 6e siècle, implantation. Voilà, alors Marseille a joué certainement un très grand rôle puisque ça a été le foyer en quelque sorte d'où sont partis les commerçants grecs, les voyageurs grecs. Et là, il y a une sorte d'origine de diffusion des idées qui a été effectivement très importante. Jean-Louis Bruno, nombre de textes grecs mentionnant les druides évoquent des liens étroits entre ceux-ci et Pythagore. Le créateur de la philosophie, avec lui bien sûr les présocratiques, aurait-il pu puiser dans la pensée barbare ? Ah, alors ça c'est une question qui est débattue depuis l'Antiquité, donc ça c'est une très très vieille question. Bon, ça paraît assez anachronique, on ne pense plus les choses comme ça. Disons que les historiens de la philosophie grecque antique pensaient qu'il y avait des liens puisqu'ils voyaient des choses quand même assez similaires d'un côté chez les pythagoriciens et d'un autre côté chez les druides. Donc il existerait une sorte de convergence dans les doctrines d'un côté druidique et de l'autre côté pythagoricienne ? Alors il y a des convergences. Alors maintenant elles s'expliquent parce qu'en fait ces gens-là ont eu la même position dans la société. Donc, face à un certain nombre de problèmes, ils ont apporté des solutions qui sont un peu semblables. Et parallèlement, il y a pu y avoir des contacts. C'est pour ça que il est assez difficile de faire la distinction entre ce qui est influence directe et ce qui ne l'est pas. Parmi les points de ressemblance, si l'on peut dire, ce qui est le plus étonnant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple cette philosophie de l'action. Donc les pythagoriciens, c'est-à-dire les disciples, les premiers disciples autour de Pythagore, qui se sont installés en Grande Grèce, ont pris le pouvoir dans certaines villes et ont voulu, en quelque sorte, instituer des fonctionnements philosophiques. Et les druides ont été aussi attirés par ce même type d'idéal. Donc ça, c'est une première chose. Il y a la métempsychose aussi. Alors, il y a la métempsychose qui est tout à fait étonnante. Donc cette idée que l'âme
repasse d'un corps dans un autre. Animal, végétal ou humain même. Chez les Celtes, on pense que c'était plutôt uniquement dans les humains. Mais les pythagoriciens, eux, pensaient que ça pouvait être aussi chez les animaux. Une sorte de pureté et d'immortalité de l'âme. Alors, la pureté et l'immortalité de l'âme, c'est plutôt quelque chose qui existe chez les orphiques, les poètes orphiques, qui pensent que la pureté, c'est-à-dire une vie sans tâche, une vie occupée à faire le bien, permet de sortir du cycle de la métempsychose. Et ça, c'est quelque chose qui a pu être effectivement partagé par les druides. Et puis les deux doctrines ont entrepris des recherches sur la nature profonde de l'univers. Ah, tout à fait. Donc ça, c'était, semble-t-il, une des grandes activités des druides, de faire des recherches sur la composition de l'univers, quels sont ses éléments premiers, donc comme les philosophes présocratiques. Et alors, dernier point de convergence important qui a marqué effectivement les anciens, c'est la façon de se conduire, la façon de travailler en quelque sorte en groupe, dans des assemblées très secrète, et surtout de ne pas utiliser les archives, qu'elles soient de nature écrite ou graphique de façon très générale. Ça, c'est tout à fait étonnant que deux sortes de sociétés, deux sortes de sectes, deux endroits particuliers du monde aient eu cette même idée de garder le secret et de communiquer leur savoir par une initiation très longue. Alors, est-ce qu'il y a eu des contacts, justement, entre ces pythagoriciens et ces druides ? Alors, on n'en a pas la certitude, mais ces contacts ont pu avoir lieu entre des druides ou des Celtes qui, à partir du IVe siècle, ont commencé à voyager beaucoup en Italie, et notamment en Italie du Sud, puisque les Celtes, après la prise de Rome, sont allés jusqu'à Crotone, et ils ont travaillé notamment ensuite pour Denis de Syracuse. Donc ils ont très bien pu rencontrer des pythagoriciens ce qu'on appelle 3e ou 4e génération. Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il faudra peut-être pas encore aller chercher plus loin ? Après tout, les Celtes étaient en contact avec des mondes bien plus orientaux, bien les sûr, Perses et autres. Bien sûr. C'est une interrogation que nous pouvons nous poser, puisqu'ils ont eu certainement des contacts avec toute l'Asie mineure. Donc ils ont emprunté des inventions à l'Asie mineure. Et c'est une question aussi que se posent les historiens de la philosophie grecque, qui pensent maintenant que la philosophie grecque doit certainement beaucoup à l'Orient. Et donc les Celtes sont dans ce même mouvement d'idées. Je pense par exemple au zoroastrisme. Curieusement, les Gaulois aussi, ou du moins les Celtes, n'enterraient pas toujours leurs morts, mais les oiseaux venaient consommer la viande humaine. Voilà, on a des sources antiques qui nous disent que les guerriers étaient laissés abandonnés sur le champ de bataille, de façon à ce que les oiseaux déchirent leur chair, et de cette façon emportent leur âme jusqu'au ciel où se trouvait le paradis des guerriers, alors que le reste de la population n'échappait pas à ce cycle de la métempsychose dont on a parlé tout à l'heure. Alors avançons dans le temps, dans les années 90 avant notre ère, Posidonios d'Apamée est le premier ethnographe de la Gaule et nous livre enfin des données directes sur ces druides. Voilà, il y a au moins une chance que la Gaule a eue, c'est d'avoir connu Posidonios d'Apamée, qui est l'un des plus grands savants de l'Antiquité, qu'on appelait le polymatesto, c'est-à-dire le très grand savant en toutes choses, qui avait un savoir plus universel encore qu'Aristote, ce qui n'est pas peu dire, et qui, en plus d'être un grand savant en toute matière, était aussi un historien et un géographe, et en quelque sorte même un précurseur de l'ethnographie, comme vous venez de le dire, c'est tout à fait juste. Et il est venu, pour des raisons très certainement politiques en Gaule, faire un séjour dans les années 100 ou 90 avant Jésus-Christ, un voyage entre Marseille et la Gironde, en quelque sorte. Et dans ce voyage, il a vu effectivement des choses gauloises, mais surtout il a dû rencontrer un ou plusieurs druides, ou des aristocrates qui avaient connu une éducation druidique et qui l'ont beaucoup informé sur la société gauloise et notamment sur les druides. Qu'est-ce que l'on apprend sur les druides exactement ? Alors, grâce à Posidonios d'Apamée, dont l'œuvre a en grande partie disparu, mais qui a été abondamment recopiée ou résumée par César, par Diodore de Sicile, par Strabon et quelques autres, on a une sorte de catalogue de toutes les prérogatives des druides. Donc, il nous indique très clairement que ce sont effectivement ces savants qu'on a déjà plusieurs fois évoqués. Il indique leur rôle dans la religion, donc ça c'est très important. Et il nous explique très précisément ce qu'il y faisait. Ce qu'il y faisait, c'était surtout un rôle de théologien. C'est-à-dire qu'il comprenait les dieux,
Ils pouvaient s'exprimer à la place des dieux et leur présence était indispensable dans toutes les cérémonies religieuses. Il fallait qu'ils soient là parce que seuls pouvaient interpréter la décision, la volonté des dieux. Donc c'est eux qui contrôlaient, grâce à cette position de savoir, l'ensemble des sacrifices et des cérémonies religieuses qui étaient très importantes en Gaule. Mais il n'y avait pas que ça, donc ils avaient aussi une action dans le domaine de la justice, qu'ils avaient commencé à séparer très nettement du domaine religieux, ce qui est vraiment une grande avancée dans le processus des civilisations en général. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la justice, il contrôle aussi la justice quasi d'État. Donc voilà. Il joue sur l'État. On n'est plus à régler des problèmes d'ordre de personne, voilà. Mais on règle des problèmes d'État. Voilà, c'est ça. C'est un pouvoir absolument gigantesque. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout une justice privée. Il ne s'occupe pas du tout des différents privés, parce que dans l'Antiquité, même chez les Romains, c'était quelque chose qui était du ressort familial. Donc eux s'occupent essentiellement des conflits entre peuples, entre États, et effectivement, ce contrôle sur la justice les amène à contrôler aussi une partie de la politique et à proposer aux hommes politiques des lois et même des constitutions. Alors, ce qui est très intéressant pour vous, archéologues, c'est que on a découvert il y a quelque temps une sorte de sanctuaire dans lequel probablement justice était rendue. On serait peut-être donc sur un de ces endroits de justice. Voilà, donc César, en recopiant Posidonios, nous livre une information très intéressante. Il nous dit que les druides se réunissent chaque année dans ce qu'il appelle le centre de la Gaule, un lieu qui se trouvait chez les Carnutes, c'est-à-dire en gros dans les environs d'Orléans. Et là, ils tenaient des assises où la justice était rendue, mais encore une fois, une justice entre États, une justice de nature publique. Or, curieusement, il y a maintenant une petite douzaine d'années, me semble-t-il, a été découvert un site extraordinaire en Haute-Normandie, à Fesques, et on a trouvé une sorte de colline d'une douzaine d'hectares, entourée d'un fossé un petit peu symbolique, avec au centre un petit sanctuaire. Et dans ce fossé, on a découvert des milliers de restes de céramique, de vases à boire, et ainsi que des os animaux en très grande quantité, qui montrent que là, on a fait des banquets, mais alors avec un nombre de convives absolument extraordinaire, qu'on a mangé des veaux, surtout des veaux, donc c'est assez curieux, parce que ce sont des animaux jeunes, en très grande quantité. Et qu'aussi on a rendu la justice dont témoigne un certain nombre de gibets qui étaient à l'extérieur de cette enceinte, donc dans une position très symbolique qui montre que les gens étaient jugés sur place et que symboliquement on les rejetait en dehors de cette enceinte qui évidemment représentait la communauté civique. Donc on a là vraiment une image archéologique, une image matérielle en quelque sorte de ces assemblées, là certainement au niveau d'un peuple, d'une confédération de peuples, et dans cette assemblée des Carnutes, c'est quelque chose qui concernait l'ensemble de la Gaule celtique. C'est à cet endroit-là où on avait une sorte de poteau, et donc on a retrouvé le trou de poteau, une sorte de petite fosse, et uniquement les pieds des individus. Voilà, donc on a une série de petites fosses, au moins une trentaine, mais il y en avait beaucoup plus parce que le site n'a pas pu être fouillé dans son intégralité, avec ces gens qui ont été jugés et qui ont été certainement pendus et dont le corps est resté suspendu pendant des années et des années. On peut penser qu'au tournant du IIe siècle, avant notre ère bien sûr, les druides possèdent quasiment le pouvoir. Voilà, donc probablement le 3e, 2e siècle, c'est l'apogée de leur pensée, de leur activité, notamment en matière de politique et en matière législative. Et ensuite, on assiste à un déclin qui correspond à des phénomènes d'ailleurs socio-historiques très importants que mes collègues archéologues ont commencé à mettre en évidence depuis quelques années à propos d'autres sujets. Notamment, on voit que le commerce romain est très important et on sait qu'il y a des événements historiques considérables, comme la création de la provincia en Gaule, qui vont changer totalement la politique gauloise et progressivement les mœurs des Gaulois. Et ça marquera de façon très nette le déclin des druides. C'est-à-dire que, de fait, les druides auraient été évincés du pouvoir, non pas par la chute des Gaules, par César, mais bien avant. Bien sûr, les druides ont été certainement les premiers à la fois bénéficier de cette influence romaine et à la fois en subir les conséquences, puisque
que toute une partie de l'aristocratie s'est mise à la mode romaine, et dans ce nouveau cadre intellectuel, la tradition des druides avec leur enseignement quand même qui est assez archaïque, qui est quand même assez sectaire, qui est quand même assez refermé sur lui-même, était en pleine contradiction avec ces nouvelles mœurs politiques de luxe romain. Deux mots peut-être aussi sur cette écriture. L'écriture, ils la comprennent, ils la pratiquent, mais c'est eux uniquement qui la détiennent. Voilà, donc c'est un pouvoir absolument coercitif sur l'écriture et sur tous les procédés d'archivage. C'est-à-dire que leur connaissance en astronomie, leur fabrication de calendriers, par exemple celui de Coligny qui est bien connu, calendrier perpétuel. Calendrier perpétuel. Suppose que les druides ont procédé à des annotations, des chiffrages, etc. Donc ils possédaient parfaitement la science des nombres, mais aussi l'écriture grecque qu'ils utilisaient, mais ils l'ont interdit de façon à ce que le savoir ne soit pas divulgué et ne serve pas à des actions qu'ils pensaient pas favorables à la société. Donc ils le sont gardés pour eux. En deux mots, les druides n'ont pas été pourchassés par les premiers temps de la romanisation ? Non, pas du tout. Lorsque César arrive en Gaule, d'abord, il ne rencontre pas de druides, il n'en voit aucun. Lorsqu'il parle des druides d'une façon très générale, c'est en recopiant justement un passage de Posidonios d'Apamée qui a déjà une 50aine d'années d'existence. Et à cette époque, le seul druide qui existe, c'est Diviciaque, mais qui ne se présente même pas comme un druide. Et ça, c'est justement une curiosité et un mystère de plus. Jean-Louis Bruno, merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Les druides des philosophes chez les barbares, publié aux éditions du Seuil. La semaine prochaine, Marilène Patou nous parlera des Bushman. Rappelons que le Salon Noir a été réalisé par Brigitte Aléo à la technique Ariane Herbet. Le Salon Noir est une coproduction France Culture, sous direction des sciences sociales et de l'archéologie du ministère des Affaires étrangères, sous direction de l'archéologie Archétis du ministère de la Culture. Vous retrouverez demain l'émission de science, mais tout de suite, à 15h, triple détente par Toufik Hakem.